Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter brièvement l'origine de la comptabilité à partie double et les organes de normalisation comptable internationale. Est-il important de connaître l'histoire? Pour beaucoup de gens, le passé a une fascination considérable. Mais est-ce que par simple curiosité ou pour des raisons plus constructives? L'histoire peut éventuellement nous le dire. Napoléon considérait l'histoire comme a set of lies agreed upon, c'est-à-dire une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Le philosophe Herbert Spencer la qualifiant de worthless gossip, c'est-à-dire commérage sans valeur. Henry Ford l'a considéré comme more or less bank, plus ou moins bidon. Aristote, par contre, était beaucoup plus encourageant. Il disait, si vous voulez comprendre quelque chose, observez ses débuts et son développement. C'est pourquoi il est intéressant de donner un aperçu historique sur l'origine de la comptabilité à partie double avant d'attaquer les normes IFRS. Pour ce faire, nous pouvons décortiquer l'évolution de la comptabilité avec le temps en trois grandes périodes. La première période forme le début du système d'information et de la comptabilité de l'Antiquité au Moyen Âge. C'est la période du pré-capitaliste. La deuxième période, c'est le système d'information au Moyen Âge et à la Renaissance. C'est la période du capitalisme commercial. Et la troisième période, c'est les temps modernes et le 19e siècle. C'est la phase du capitalisme industriel et le capitalisme financier. Les premières grandes civilisations de l'homme ont émergé presque simultanément en Mésopotamie, à Babylone et en Égypte. Ceci produit ce que pourraient avoir été les premiers gouvernements organisés dans le monde. Parmi les preuves les plus marquantes de la civilisation babylonienne est le monument découvert à Suse en Iran, sur lequel est inscrit le code de loi promulgué par Hammurabi. En effet, l'un des premiers textes de l'humanité qui s'est contenté de définir non seulement les lois du domaine commercial, mais aussi social et religieux. C'est bien le fameux code d'Hammurabi. Ce dernier mentionnait l'obligation d'utiliser un manuel de comptabilité détaillant les procédures de certaines transactions et d'établir un support de communication entre les différents utilisateurs. Dans cette période aussi, la comptabilité se tenait dans des papyrus ou des tablettes d'argile. Les Égyptiens établissaient des comptes pour tenir des inventaires d'objets, suivre des paiements de salaires et surtout tenir des comptes de caisse de type recettes-dépenses. Il s'agissait ici, si vous voulez, d'une comptabilité à partie simple. La troisième phase, c'est la période de la Renaissance. Alors que désigne vraiment ce mot? Et qu'est-ce qui en est au juste? Pour comprendre cette période, direction l'étalé. C'est ici, dès le XIVe siècle, des hommes de lettres comme Pétrarque redécouvrent l'Antiquité. Donc la Renaissance, c'est la période de la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Ces érudits, on les appelle les humanistes, qu'ils voulaient revenir aux sources de la connaissance. L'Antiquité devient donc un modèle pour les sciences, la politique et l'art. La Renaissance devient vite un phénomène européen grâce notamment à l'imprimerie. Lorsque Gutenberg perfectionne l'imprimerie vers 1450. Il offre un moyen d'échanger les idées et les images bien au-delà des frontières. Il permet surtout la publication d'ouvrages imprimés sur papier et illustrés par des gravures.
Jusqu'ici, cette révolution est très comparable à l'effet que l'Internet a aujourd'hui sur notre société. C'est grâce à l'imprimerie que Luca Pacioli a publié son fameux ouvrage The Summa de Arithmetica en 1494. Donc, il explique le système de la comptabilité à partie double et la logique de l'enregistrement comptable. Luca Pacioli était un humaniste en ce qu'il avait connaissance de divers sujets, y compris la médecine, l'art, la musique et les mathématiques. Mais il est reconnu à juste titre comme responsable de la vulgarisation de la comptabilité à partie double, puisqu'il a donné en italien une explication claire et détaillée de son utilisation. Mais il n'a jamais prétendu avoir inventé la comptabilité à partie double. En effet, 36 ans avant son traité, Benedetto Cotrugli a publié un livre intitulé The Art of Trading and the Perfect Trader, en italien bien sûr, qui comprenait de nombreux aspects de la comptabilité à partie double. Pacioli lui-même crédite Cotrugli d'être à l'origine de cette méthode. Ensuite, les presses imprimées se répandent en Europe, dans les décennies à venir. Et les œuvres de Cotrugli et Pacioli sont lues dans toute l'Europe. Mais jusque-là, il faut savoir aussi que la comptabilité à partie double n'a commencé à être vraiment appliquée qu'à partir de l'établissement de la révolution industrielle, c'est-à-dire 18e siècle. Grosso modo, elle a commencé petit à petit à être appliquée. On note l'apparition du journal d'enregistrement chronologique des opérations, du grand livre, ainsi que de registres qui contiennent les dettes et créances individuelles. Du XXe siècle à aujourd'hui, cette période forme l'adaptation de la comptabilité aux exigences de l'économie moderne, à travers, si vous voulez, l'élargissement de son champ d'application. On note aussi un grand changement au niveau des principes comptables et l'apparition des normes comptables internationales. Pourquoi la normalisation comptable? Il est à noter que la mission fondamentale impartie à la comptabilité dans nos sociétés modernes, c'est d'apprécier les résultats. Alors que pour que cette mission soit remplie avec succès, il est jugé indispensable que le langage comptable soit compris de tous les participants et que la comptabilité soit normalisée. C'est dans la première partie du XXe siècle que la comptabilité a commencé à se normaliser, puisque la comptabilité est différente selon les pays. Dans les pays européens, par exemple, la comptabilité fait l'objet d'une réglementation des pouvoirs publics. Dans d'autres, à l'opposé, des normes comptables ponctuelles s'appliquent à chacun des principaux problèmes pris isolément. Cette diversité de procédures a fait que les états financiers de différents pays étaient difficilement comparables. C'est ainsi qu'aux États-Unis, une normalisation comptable a été mise en place par la profession comptable sous l'égide de l'AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, qui a été créée en 1887 pour élaborer des normes appelées US GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles. Cette organisation est devenue en 1973 le FASB, Financial Accounting Standards Board. Cette normalisation comptable américaine a servi de modèle de la normalisation comptable internationale. En effet, c'est sur le modèle de la ICPA et FASB que s'est bâti depuis 1973 IASC, International Accounting Standards Committee, ayant pour objet de mettre en forme des standards comptables de base appelés IAS, International Accounting Standards. L'IASC est devenu en 2001 l'IASB, International Accounting Standards Board, une organisation chargée de bâtir un ensemble de normes comptables qui puissent être appliquées au monde entier. Ces normes sont appelées désormais, depuis 2002, les IFRS, International Financial Reporting Standards. Donc les normes qui ont été établies avant 2002 sont appelées IAS et celles établies après 2002 à ce jour sont appelées les IFRS. Alors, la nouvelle organisation IFRS Foundation, qui s'est mise en place en 2001,
est composé notamment de 5 organes de gouvernance. Le premier, c'est IFRS Foundation Monitoring Board. Le Monitoring Board, ou bien le conseil de suivi, le conseil de surveillance ou le conseil de contrôle, si vous voulez, a été créé en janvier 2009 dans le but de fournir un lien formel entre les trustees et les autorités publiques afin de renforcer la responsabilité publique de l'IFRS Foundation. Les principales responsabilités de Monitoring Board sont de veiller à ce que les trustees continuent à s'acquitter de leurs fonctions telles que définies par les statuts de la Fondation IFRS. Il est aussi chargé d'approuver toutes les nominations ou de renouvellement de leur mandat. À noter que le Monitoring Board se réunit au moins une fois par an. Passons maintenant au deuxième organe de surveillance appelé IFRS Foundation Trustees. Les trustees sont chargés de la gouvernance et de la supervision de IFRS Foundation et l'IASB, mais ils ne sont pas impliqués dans les questions techniques relatives aux normes IFRS. Cette responsabilité, bien entendu, incombe uniquement l'IASB, International Accounting Standards Board. Les trustees sont 22 membres d'un peu partout dans le monde. The Board, ou l'IASB, est un groupe indépendant d'experts, 14 membres de différents pays. Les membres de l'IASB sont responsables de l'élaboration et de la publication des normes IFRS, y compris les normes IFRS pour les PME. Il est également chargé d'approuver les interprétations des normes IFRS élaborées par le comité d'interprétation des IFRS, IFRS Interpretations Committee. Les membres de l'IASB sont nommés par les trustees à travers un processus ouvert et rigoureux, comprenant la publicité des postes vacants. Le quatrième organe des IFRS de l'IFRS Foundation est IFRS Foundation Interpretation Committee. C'est l'organe d'interprétation de l'IASB. Ce comité d'interprétation collabore avec l'IASB pour soutenir l'application des normes IFRS. Le comité d'interprétation répond aux questions sur l'application des normes et effectue d'autres travaux à la demande de l'IASB. Ce comité est composé de 14 membres nommés par les trustees. Aussi, les réunions du comité sont ouvertes au public. Le dernier organe est l'organe consultatif officiel des trustees de l'IFRS Foundation et de l'IASB. Il se compose d'un large éventail de représentants comprenant des individus et des organismes intéressés par les normes IFRS. L'objectif de Advisory Council est de fournir un support et des conseils stratégiques à l'IFRS Foundation et se réunit à Londres au moins 2 fois par an pendant une période de 12 jours. En se basant sur les statistiques de IFRS Foundation, le pourcentage des pays ou juridictions qui ont adopté les normes IFRS s'élève à 87% à l'échelle mondiale. Ensemble, la mission de IFRS Foundation est de développer des normes IFRS qui apportent transparence, responsabilité et efficience au marché financier du monde entier. Son travail sert l'intérêt public en favorisant la confiance, la croissance et la stabilité financière à long terme dans l'économie mondiale. Les normes IFRS apportent la transparence en améliorant la comparabilité internationale et la qualité des informations financières. Aussi, en permettant aux investisseurs et autres acteurs du marché de prendre des décisions éclairées. Les normes IFRS renforcent la responsabilité en réduisant les lacunes en matière d'information. En effet, elles sont une source d'information comparable à l'échelle mondiale. Les normes IFRS contribuent à l'efficience en aidant les investisseurs à identifier les opportunités et les risques à travers le monde. L'utilisation d'un langage comptable unique permet de réduire les coûts internationaux d'information. Voilà ma capsule d'aujourd'hui. Sur ce,
J'espère vous retrouver très bientôt.